Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel update lecture. Comme d'hab, je vais vous présenter 3 lectures. On va commencer tout de suite avec le premier tome de La Moira, écrit par Henry Lovenburg et paru aux éditions J'ai lu. Alors moi j'ai l'intégrale des 3 tomes de cette trilogie et je suis donc en train de lire actuellement le deuxième tome, mais j'ai beaucoup aimé le premier. Lorsque vous lisez la 4e de couverture et que vous voyez cette couverture, vous ne savez pas trop dans quoi vous vous embarquez. Et en fait, il s'agit d'un univers purement fantasy. Je m'y attendais pas, je vais être honnête, et je m'attendais pas à avoir un livre aussi abouti. Vous allez rencontrer ici Aléa, qui est une gamine des rues, qui a toujours survécu plus ou moins de petits larcins et de choses comme ça, mais qui quelque part garde un petit peu sa liberté. Et un jour qu'elle est à l'extérieur de la ville, dans une zone un peu désertique, elle va s'asseoir à un endroit et elle va trouver un cadavre qui porte une bague et elle est très attirée par l'objet, elle ne sait pas pourquoi, et même si c'est pas dans ses habitudes, elle va récupérer l'objet. Sauf que ce geste va complètement bouleverser sa vie, puisqu'elle ne le sait pas encore, mais cet objet est un artefact très puissant qui est censé désigner le druide le plus puissant, le Samil Danar, qui est plus haut que les druides et qui est censé être le plus sage, etc. Et à partir du moment où elle fait ça, elle va se retrouver avec des rois et des hauts druides à ses trousses. Elle ne va pas vraiment comprendre ce qui lui arrive, mais elle va être embrigadée dans toute une série d'aventures et de mésaventures. En effet, elle est l'élue de Samil Danar, mais selon une prophétie, le Samil Danar ne peut pas être une femme. Encore un thème assez récurrent en fantasy, une femme ne peut pas être un élu, mais elle l'est. Et donc, eh bien, elle va être un petit peu pourchassée, mais pas forcément toujours avec les plus nobles intentions. Elle va pourtant, dans sa quête de survie, de vérité et puis d'apprentissage aussi, être entourée d'une barde du nom de Face, qui est un personnage extraordinaire, d'un nain qui est le personnage qui amène le côté drôle et frais au roman du nom de M. John. Elle va être accompagnée d'un druide aussi du nom de Félim et de 2 magistels. Les magistels sont des sortes de chevaliers qui sont attitrés à un druide et qui doivent le protéger. Et évidemment, ce n'est pas tout, puisque outre les rois, les druides, elle va aussi être poursuivie par une sorte de seigneur noir qui, s'il s'empare de la bague, va pouvoir totalement détruire le monde de Gaëlia. Vous avez aussi un autre peuple qui en profite pour refaire surface. Bref, c'est très complexe dans ce monde, puisque vous avez cette quête, vous avez ce peuple, vous avez tous ces conflits, et en plus de ça, vous allez suivre une louve, bien sûr, puisqu'on parle de loup dans cette série. Le premier tome s'appelant L'enfant et la louve. Louve du nom d'Imala, qui a quitté son clan pour des raisons que je vous laisse découvrir, et qui va se sentir inexorablement attirée par Aléa, à tel point qu'elle va la suivre très discrètement. Donc le loup n'est pas le personnage principal de cette histoire, il faut le savoir. On la suit dans certains chapitres, mais son rôle dans toute l'aventure ne reste qu'assez anecdotique. En tout cas, c'est un univers qui est extrêmement abouti, la façon dont la magie fonctionne, les autres mondes, les mages, les magistels, c'est très abouti. Le scénario est très abouti parce que vous avez vraiment plusieurs points, vous n'êtes pas centré que sur Aléa. Vous avez aussi, je vous dis, vous avez la louve Imala, mais vous avez ce peuple Tuatan qui va essayer de profiter pour conquérir Gaëlia. Vous avez d'autres personnes, d'autres seigneurs qui ne sont pas bons, qui vont essayer de renverser les choses. Vous avez vraiment tout un point de vue et on voit que petit à petit, tout s'imbrique, tous les événements s'enchaînent et s'imbriquent. Et en fait, même si ce roman est assez immersif, vous n'avez pas de grandes batailles, de magie, etc. Certes, vous en avez quand même, mais ça reste assez immersif. Mais tous ces différents points de vue et la richesse de l'univers fait qu'au final, il n'y a aucune longueur. L'imagination est extraordinaire. Vous allez rencontrer des êtres dans la forêt, l'arbre-monde, etc. Franchement, c'est superbe. Je m'attendais pas du tout à ça en commençant ce roman. Je m'attendais plutôt à une histoire où le loup serait central, mais voilà, un truc peut-être pas trop abouti, mais c'est extraordinaire.
Ensuite, je voudrais vous parler du premier tome de La Ville sans vent, écrit par Éléonore de Villepoix et paru chez Hachette Jeunesse. Là aussi, ça a été une claque monumentale. J'ai d'ailleurs acheté le tome 2 qui, je crois, clôt la série, parce qu'il me semble que c'est une duologie, et j'ai complètement adoré. Ici, nous allons suivre principalement la ville d'Hyperborée, qui est une ville emplie de magie, mais pas que. En tout cas, il y a des mages, ce sont les mages qui régissent la ville, et donc ils habitent la ville et en plusieurs niveaux. Ils habitent au 7e et dernier niveau, le plus haut. La ville est protégée par un immense dôme, ainsi ils n'ont pas à subir les affres de l'hiver, etc. Et c'est dans ce contexte que nous allons rencontrer la jeune Arca qui va arriver en ville avec le but de retrouver son père qu'elle n'a jamais connu, mais elle a des pistes, on lui a donné des pistes, et donc eh bien, elle va essayer de chercher son père. D'un autre côté, on va rencontrer un jeune garçon, je crois qu'il a 21 ans ou quelque chose comme ça. C'est un jeune apprenti mage du nom de Lastianax. Il est très brillant, mais le jour où il va passer, je suis désolée pour le chien qui aboie, c'est insupportable. Le jour où il va passer de apprenti à mage, le même jour, son maître va se faire assassiner. Et donc, par tout un jeu de pouvoir et de choses, le pauvre va être complètement catapulté à la table des hauts mages. Et donc, en fait, il va se retrouver avec de hautes fonctions dans Hyperborée. Et lui va être motivé pour retrouver l'assassin de son maître. Et par toute une foule d'éléments que je vous laisse découvrir, les destins d'Arca et de Lastianax vont se croiser et aussi complètement se lier. Il va arriver énormément de choses dans ce roman. J'ai trouvé que c'était extraordinaire. D'abord, je tiens à noter la plume de l'autrice qui, moi, m'a laissé bluffée. Elle a vraiment une super plume et elle a aussi une façon de vous présenter les éléments qui sont très originaux. Des fois, en fait, elle est un peu omnisciente, donc vous avez différents points de vue, et des fois, elle vous donne des points de vue auxquels vous vous attendez pas, comme il y a un moment, je sais plus ce qui se passe, bref, et balancer un objet du 7e étage ou de je sais plus quel étage, et en fait, elle vous présente le point de vue de deux gardes qui sont en bas à la porte, et finalement qui vont se prendre l'objet sur la tronche. Vous y attendez pas du tout, mais en fait c'est hyper drôle, il y a un humour très fin, voilà, c'est très très bien fait, les personnages sont extraordinaires, ils sont extrêmement hauts en couleur. Tous les persos des fois sont assez originaux, ils sont assez frappés pour certains, et personnellement ça m'a bluffé. J'ai adoré aussi comment la magie fonctionne. Vous allez voir, Arca va être complètement embarquée dans le système d'Hyperborée. Arca, elle y connaît rien, et au fur et à mesure elle va apprendre comment la magie fonctionne, et vous avec, et du coup elle va apprendre à découvrir cette ville et comment elle fonctionne, et vous avec. Donc en fait l'univers il est super, il est abouti, la façon dont les explications sont données sont très bien, parce que c'est pas des gros paragraphes, c'est pas des pavés, c'est distillé très bien avec beaucoup d'humour. Voilà, la plume est superbe, enfin franchement c'est une claque. Niveau fantasy, pour moi ça a été vraiment une claque. J'ai adoré tous les personnages. Il n'y a pas de manichéisme dans cette histoire, donc en fait vous savez jamais vraiment comment ils vont réagir, bien, mal, etc. Des fois vous vous trompez, vous pensez que certains sont mauvais, mais en fait ils le sont pas. Voilà, vous n'avez pas de manichéisme dans l'histoire, et c'est excessivement bien abouti. L'autrice est capable de vous mener en bateau, vous savez pas où vous allez, vous êtes attaché au personnage, franchement, mais vraiment à dire que ça vous prend les tripes quand il leur arrive quelque chose. Et sincèrement, ça a été un énorme coup de cœur pour ce livre. Si vous aimez le style comme ça de la fantasy, je ne peux que vous le recommander. Enfin, je voudrais vous parler d'un roman d'un autre style, avec La 25e heure par Feldrik Riva, et paru aux éditions de L'Homme sans nom. Ici, l'histoire va se situer dans 1888 à Paris, dans un Paris quelque peu alternatif au nôtre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'exposition universelle se prépare bel et bien, la Tour Eiffel est en construction, et c'est dans ce contexte en fait que va arriver d'étranges histoires, puisque l'on vient vous dire que les morts parlent. En fait, ici, vous êtes dans une enquête policière avec du fantastique. Vous allez rencontrer l'inspecteur Lacassagne, qui va être aidé dans bleu, qui s'appelle Bertillon. Il faut savoir que l'inspecteur Lacassagne est un personnage haut en couleur. Il est très dur avec Bertillon, mais aussi avec lui-même, et il cache aussi des secrets. Et du coup, cet inspecteur va être embarqué dans une série
je dirais pas de meurtres, mais surtout de morts qui disparaissent, qui réapparaissent. Bref, il se passe vraiment des choses étranges dans Paris. Vous avez d'étranges chrysanthèmes noirs qui sont retrouvés dans les cimetières. Certaines personnes vous disent que les dépouilles des défunts les plus connus, comme Victor Hugo et compagnie, vont disparaître. Mais quand ils font ouvrir les cercueils, ils sont toujours là. Mais bon, tout est bizarre. Vous avez comme ça toute une histoire qui se monte. Je peux pas vraiment vous en donner les tenants et les aboutissants parce que sinon, eh bien, je vais vraiment vous spoiler le roman et ce serait dommage. Mais vous vous retrouvez vraiment dans un Paris, ouais, le Paris de 1888. L'atmosphère est extrêmement bien menée. C'est un livre qui est très immersif avec des personnages. Mais je dirais ça passe ou ça casse. Parce que la Cassagne est un personnage très particulier, il est très dur. Moi je l'ai bien aimé, même s'il y a certains passages du roman que j'ai pas du tout aimé. En fait il y a un moment où il veut endurcir le personnage de Bertillon, le jeune major de promo qu'on lui a collé. Et en gros il l'emmène dans un abattoir et il lui fait tuer les bêtes à main nue. Enfin franchement il lui fait faire plein de trucs dégueulasses. Et ça j'avoue que bon voilà, il y a des passages comme ça où moi j'ai pas du tout apprécié. Voilà, il y a certaines choses que j'ai pas appréciées par rapport au personnage de la Cassagne. Après il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimé, on apprend à connaître aussi ce qui lui arrivait. Certains lecteurs ont un petit peu reproché que tout était un peu trop facile pour lui parce que les tenants et les aboutissants lui arrivaient tout cru dans la bouche et que finalement c'était pas vraiment lui qui enquêtait au final. C'est pas complètement faux, mais moi ça m'a pas dérangé. C'est vrai qu'il va faire des rencontres, enfin il va être un petit peu guidé quoi le gars. Et c'est vrai, il faut l'admettre, mais moi ça m'a pas gêné. Ce que j'ai beaucoup retenu de ce roman, dont je ne peux pas trop vous parler de l'intrigue une fois encore pour ne pas... Voilà, pour ne pas vous gâcher la surprise, c'est l'atmosphère. Il se dégage une atmosphère, pour moi le rendu de 1888 hyper bien fait, et à cela vous pouvez ajouter une petite touche de fantastique en fait. Et cette petite touche de fantastique, elle est superbement bien intégrée dans ce Paris. Et donc en fait on vous présente un peu un Paris de tous les tableaux, c'est-à-dire qu'on vous présente aussi un petit peu le Paris des bas-fonds, le Paris un peu plus dérangeant, le Paris des combats clandestins, et vous avez aussi certaines inventions qui vont arriver comme d'énormes montgolfières, des Led Zeppelin, etc. Vous avez pas mal de choses, l'univers est très bien travaillé, il faut l'admettre. L'inspecteur Lacassagne est assez particulier. Moi j'ai bien aimé justement, j'ai trouvé qu'il sortait de l'ordinaire, sauf c'est vrai que ça peut être un gros connard de temps en temps, mais de temps en temps moi j'aime bien aussi les persos un peu concons sur les bords. Je trouve ça assez sympa. Donc oui, c'était un personnage compliqué, donc je peux comprendre que ce soit un livre, ça passe ou ça casse, parce qu'en plus la plume est extrêmement belle, extrêmement bien tournée, vous avez des tournures de phrases de l'époque, etc. Après c'est pareil, si vous préférez tout ce qui est young adulte, etc., ça va pas passer parce que ça vous immerge vraiment. Pour moi, je trouve que ça contribue excessivement bien à vous plonger dans l'atmosphère. Voilà, une enquête très spéciale qui va vous mener à des résultats pour le moins très spéciaux aussi. Mais il y a un tome 2 qui conclut cette série et je pense que je le lirai avec plaisir. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, ça fait toujours plaisir, c'est très encourageant. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne. En tout cas, à toutes et à tous, je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très vite. J'essaye d'être régulière, vous l'avez vu ces derniers temps. Et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures. Ciao, bye!